de votre métier de comédien, Oui. puisqu'on a vu dans ce reportage qu'il y avait des auditions. Est-ce que vous avez passé des auditions dans votre existence de Ah comédienne? oui, et d'ailleurs, moi j'ai toujours été choisie par des auditions. Ça Aussi veut dire bien, sans piston, déjà c'est ça que ça veut dire. oh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde et qu'on vous choisit après avoir prouvé ce qu'on sait faire. Hein. Il y a un rapport de force très particulier dans ces auditions, hein, puisqu'encore une fois, il y a quelques personnes qui vont choisir parmi des centaines. Voilà. Est-ce qu'il y a des mauvais souvenirs, des gens qui ne se comportent pas toujours très bien? Toujours des mauvais souvenirs, parce qu'on est comme du bétail, comme ça, dans des espèces de petites pièces où on vous met en totale rivalité les uns avec les autres, ce qui n'est vraiment, c'est pas du tout agréable. Je veux dire, on est là, un numéro parmi d'autres, et on se dit à l'intérieur, mais oui, c'est moi qui suis la meilleure, c'est moi qu'ils vont choisir, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est dur, quoi. Quelques souvenirs d'audition un peu qui vous ont marqué, dont vous vous souvenez forcément? Je me rappelle une audition avec Giorgio Strehler où il m'avait vu entrer, il m'avait dit bon, alors maintenant vous êtes une locomotive et vous entrez en gare, allez-y. Et vous avez fait quoi? Alors je suis arrivée et j'ai fait comme si je freinais, comme ça en faisant comme ça, une chose comme ça. Puis j'ai commencé à chanter, enfin une chose un peu démente parce que c'était déjà assez dément de demander ça comme audition. Et puis j'ai aussi passé une audition américaine où il fallait embrasser Richard Gere. Oui, Richard Pendant Gere. l'audition? Pendant l'audition. Vous avez embrassé Richard Gere, donc Non, moi je ne l'ai pas fait. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu envie et j'ai joué autre chose. J'ai joué lui qui avait envie de m'embrasser et moi qui ne voulais pas. Et du coup, j'ai pas été prise. Il fallait embrasser Richard Gere. Il fallait embrasser Richard Gere. C'était pour Pretty Woman ou Non, c'était pas pour Pretty Woman, c'était... comment s'appelle ce film? Enfin non, il vaut mieux pas le dire, parce que comme ça, je dirais que... Enfin bon, voilà. D'accord, ok. Bon. Vous avez cette image très classique, mais à 26 ans, vous avez fait un film très coquin, un film érotique qui s'intitule Les fruits de la passion. Oui. Vous l'avez fait pour l'argent ou pour le plaisir d'être nu? Oh non, c'était pas tellement un plaisir d'être nue. D'ailleurs, j'étais très jeune et c'était très difficile parce que mon partenaire était Klaus Kinski et c'était un film très ambitieux qu'on a tourné en Chine et qui était produit par Anatole Dauman, qui était le grand producteur de Kurosawa, de Wim Wenders. Enfin, c'était un film à grande prétention intellectuelle, mais c'est vrai qu'il y avait des passages nus et c'était pas du tout plaisant à faire. C'est toujours difficile, la nudité à l'écran. D'ailleurs, mais quelle était votre motivation? Vous le faisiez pourquoi? Parce que ça devait être un très grand film sur les années 30 en Chine. Et voilà, et j'ai pensé que c'était intéressant de faire ça. Vous vous souvenez comme ça d'une ou deux situations bizarres? Mais tout, je veux dire, toutes les cascades, c'est des choses extrêmement difficiles à régler. Et il y a toujours des choses qui dérapent, qui vont mal. D'ailleurs, moi aussi, pour un film, j'avais dit que je savais faire de la moto. Ouais. Et je ne savais absolument pas. Et j'étais terrifiée sur la moto. Ouais. Et finalement, je ne savais même pas qu'il fallait tourner pour stopper et tourner pour accélérer. Évidemment, je leur ai rentré dedans. Je suis rentrée dans la caméra. Quel souvenir vous avez, vous, parce qu'on a parlé de Vincent Pérez, de scènes de nu ou de scènes d'amour au cinéma? Est-ce que c'est tout le temps facile? Est-ce que votre partenaire vous plaît tout le temps, finalement? Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et quelquefois, on se fâche, moi. Je me rappelle que dans Pauline à la plage, j'étais très fâchée parce que mon partenaire voulait absolument être nu dans le lit, sous prétexte que c'était une scène d'amour. Mais en fait, on allait être cadré comme ça, on allait voir que les visages. Alors moi, je lui disais... Non, moi non, il voulait se mettre nu. Alors j'ai dit non, pas question. Il faut qu'il mette un short, n'importe quoi, mais il n'a aucune raison d'être nu. Enfin voilà, c'est le genre d'anecdote drôle, mais le cinéma en est plein. Ariel Dombal, un jour, vous étiez en train de tourner un film, on vous a demandé d'exécuter un plongeon un peu particulier. Ah, oui. Parce que la doublure n'arrivait pas, en fait, finalement, à rendre ce service. C'est bien ça? Oui, en fait, oui. Le metteur en scène pensait que ce serait plus fort si je le faisais moi-même. Il s'agissait d'être dans une petite barque, de tomber à l'eau, de se noyer. Et il voulait faire ça en une seule prise, c'est-à-dire que je me débats dans l'eau, je me noie. Et il voulait que l'étang redevienne lisse, comme ça. Bon, et moi en dessous. Bon.
Alors on le fait une première fois, et puis l'étang avait 300 ans, donc dégoûtant, glacé, plein de petites araignées, vous savez, qui volent là, sur l'eau, drosophiles, ou je sais pas comment ça s'appelle. Bon, je le fais une première fois, quasiment. Et alors on me sort de l'eau, tout le monde, oh ma chérie, mais c'est merveilleux, il n'y a que toi qui peux faire ça, on met de l'eau chaude, on me pomponne. On me remaquille, tout ça. Et le metteur en scène me dit, est-ce que tu peux le faire une deuxième fois? Écoute, je sais que l'eau est si froide et que c'est difficile, mais il n'y a que toi qui peux faire ça, ma chérie. On t'adore, tu es merveilleuse, etc. Tu es bien payée. Tu es bien payée. Précisons bien que pour rester sous l'eau et que l'étang au-dessus redevienne lisse, vous aviez un anneau sur lequel vous pouviez vous tenir. Voilà, c'est ça. Il y avait un anneau au fond de l'étang. Il fallait que je compte jusqu'à 60, enfin que j'essaye de rester le plus longtemps possible pour ressurgir, mais ils avaient coupé entre-temps. Bien sûr. Et donc, à nouveau, je fais celle qui se noie, au secours, etc. Je coule, hop, je vais m'attacher à l'anneau, comme ça, en me disant... Vous restez, vous comptez. Je compte, et je me dis, oh, en fait, c'est bien de faire du cinéma, c'est dur, mais... Bon. Et puis alors, je ressors, tout essoufflé, et puis il n'y avait plus personne. C'était la coupure déjeuner, il m'avait oublié. Vous avez peu de chance, quand même. Oui, mais c'est quand même beaucoup ça, le cinéma. Le film ne pouvait se passer qu'au Mexique, parce que le catholicisme mexicain est toile de fond pour cette histoire. C'est un catholicisme très particulier, très imagé, très baroque, très expressif et très beau. Moi, je dis toujours que je suis catholique parce que j'ai vécu 18 ans au Mexique. Sans ça, je ne le serais probablement pas. J'ai été élevée ici par une nurse tout à fait indienne, etc. Et moi-même, en étant petite, je suivais beaucoup de pèlerinages. Quand j'avais 8-10 ans, mes parents emmenaient ma nanny à Paris. Et quand elle a vu Notre-Dame, elle s'est mise à genoux, comme ça, les bras en croix. Et moi et mon frère, on était tout petits, comme ça, on s'est mis également à genoux, les bras en croix, comme ça, dans une espèce d'extase à la mexicaine. Et alors, il y avait un attroupement insensé de gens qui voyaient cette indienne et ces deux petits enfants blonds en pleine béatitude. Voilà, on est toujours à New York, mais cette fois on passe de l'hélicoptère à la limousine. C'est assez impressionnant ces limousines. C'est le passage obligé. C'est tellement américain. Celle-ci, elle doit avoir, je sais pas, 9 mètres de long, non? Le chauffeur, le luxe, comme ça, les limousines. Dans le monde du cinéma, vous êtes habitué, peut-être pas les limousines en France, mais à être bichonné comme ça. Je veux savoir comment on vit cette situation-là. C'est vraiment un peu retour à la case bébé. et c'est très agréable. On est tout le temps bichonné, on s'occupe tellement de vous. On a des habilleuses adorables. Tout le moindre cheveu est pensé, donc c'est rigolo. Et qu'est-ce qui doit être compliqué? C'est le retour à la vie normale? Après, à la vie normale, quand on est resté longtemps sur un film, on est tout seul dans la rue et on se dit mais où sont les assistants, où est la maquilleuse, on a perdu l'habitude d'être tout seul. Bon, mais alors, vous allez dire que c'est une obsession, mais après c'est quoi? Vous retournez faire les courses au supermarché? Encore une fois, j'arrive pas à vous imaginer avec un caddie. Eh ben vous avez tort. Parce que moi je trouve que ça vous va bien la limousine. Ben moi j'aime bien la limousine, mais je m'amuse plus avec le caddie au supermarché. C'est vrai? Oui, au moins on peut le pousser à toute allure et on rigole. Alors justement, le statut d'acteur et le métier d'acteur et le statut de star, c'est quelque chose de compliqué. On sait qu'il y a peu d'élus et puis surtout c'est compliqué de rester. Et lorsqu'on est comédien, est-ce que vous avez vu, sans forcément citer de nom, mais des acteurs comme ça qui avaient un statut à un moment donné, dont on s'occupait beaucoup et puis qui à un moment donné se retrouvent sans argent? Parce que nous on les voit à l'écran, les films sont rediffusés. Beaucoup. Si vous saviez le nombre d'amis acteurs adorables qui ont été tellement glorifiés, aimés, adulés, tout ça, et puis qui se retrouvent dans des situations sans un sou, sans travail, avec des dettes et tout ça. C'est pas une image en fait, c'est pour nous vrai. Non, c'est la vie qui rattrape un peu ça. Tout à fait vrai. Et des gens adorables et multitalentueux et géniaux.
On demande toujours aux actrices si elles ont peur de vieillir, parce que les comédiennes sont souvent, on l'imagine, prisonnières de leur image. On voit bien autour de nous, quand on regarde la télé ou quand on regarde un film, les gens disent « Ah, elle a pris un coup de vieux ». C'est des choses que vous avez à l'esprit, ça, les actrices? C'est-à-dire que fatalement, surtout au cinéma, je dirais, si on fait que de la télévision, je pense que ça n'a pas d'importance. Mais le cinéma, il y a quand même cet énorme écran, ce visage gigantesque. Et d'ailleurs, moi, quand je me suis vue pour la première fois sur un écran avec cet énorme, ces yeux, cette bouche qui parle et tout ça, méga géant sur l'écran, j'ai trouvé ça, mais obscène, effrayant. C'est vrai? Ah oui, oui. Quelle réaction Philippe Noiret racontait dans l'émission qu'il est allé vomir carrément quand il s'est vu la première fois sur un écran. Mais ça m'étonne pas parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas de soi aussi, la nuque, les gestes, tout ce qu'on fait inconsciemment. Et tout à coup, on voit ce personnage qui n'est pas soi, qui est tellement grand sur cet écran, c'est affreux. Est-ce que ça aide à s'aimer? Est-ce qu'au bout d'un moment, on s'habitue à son image ou pas? Je crois pas. Je ne crois pas parce que très souvent, quand on va dans les premières de films et qu'on est tout le rang des acteurs et qu'on voit pour la première fois les films, tous les acteurs ont les doigts enfoncés dans le sky du siège en se disant aïe aïe aïe, ah bon c'est comme ça, là j'ai fait ça, ah il a coupé, il a monté la scène comme ça et on est tous... On n'est pas du tout relax. Ou alors, on va pas voir les films. Ça arrive aussi. Ça vous arrive? Oui. Il y a des films que j'ai tournés que je suis pas allée voir. Pour quelle raison? Je sais pas, j'avais pas envie de me voir. J'étais un peu distante par rapport au film. Voilà, je suis pas allée le voir.